Une idée apparemment transcendantale et indubitable, communément véhiculée au sein des études francophones, est l'équivalence entre la francophonie en Orient et l'Indochine française. Ce référent tient exclusivement au passé colonial qu'a subi l'Indochine, entité francophone qui serait unique en Asie. De sorte que plusieurs civilisations se voient exclues du concept de la francophonie orientale. Non pas que ces pays n'aient jamais subi de régime français au cours de l'histoire, mais ils ont échappé à la colonisation classique considérée comme une finalité pouvant accéder à la francophonie. Bannis de fait du monde francophone, ces pays, en dépit des réalités linguistiques et culturelles attestées, sur le plan historique, ne sont généralement pas pris en compte dans le cadre des études francophones. Découlant d'un prisme réducteur et étroit, cette équation implicite entre colonisation et francophonie balaie du revers de la main l'essentiel des faits francophones au-delà des frontières indo-chinoises. Derrière cette idée transcendante qui va de soi, se cache l'opiniâtre conviction que la colonisation seule conduit inéluctablement à la francophonie, puisqu'elle garantit l'ascension du français comme une des langues officielles du pays. Ainsi conçue, la colonisation se présenterait alors comme prémisse et unique voie permettant d'accéder au phénomène francophone hors de France. Il y en a donc ainsi pour la francophonie orientale, où le Vietnam, le Cambodge et le Laos demeurent les seuls véritables protectorats ou colonies de la France. Dans cette optique, l'Indochine représenterait hors de tout doute la seule ère culturelle francophone avérée en Asie. Appliquée aux études francophones, cette thèse, qui avait fait fortune tout au long du XXe siècle, tient-elle toujours? La question s'impose inéluctablement si l'on mesure le phénomène de mondialisation amenant en son sein le transnationalisme qui dégage un horizon insoupçonné sous la poussée du transculturel. Loin d'être un virage circonstanciel ou aléatoire, l'interrogation sur la pertinence d'une francophonie dans les pays d'Asie est soutenue par la manifestation et la conservation de la langue et de la culture française au sein de ces cultures d'accueil. Historiquement occultée, cette partie de manifestation francophone mérite d'être éclairée sous une approche méthodologique susceptible, tout d'abord, de reconnaître son existence. Comme l'Asie, dans son ensemble, n'a jamais vraiment été intégrée à part entière dans la sphère francophone, les problèmes ne manquent pas d'emblée. S'agit-il de la francophonie en Orient ou de la francophonie asiatique au sens de francophonie africaine, maghrébine, antillaise? Cette question aux accents logomachiques soulève une incohérence de départ. La francophonie en Orient signifie, dans le cadre de notre étude, le phénomène francophone au sein des civilisations en Extrême-Orient, excluant toutefois l'Indochine, dont les effets francophones sont largement avérés et traités. Elle a pour synonyme la francophonie en Asie qui met en avant l'espace géographique dans lequel se situent ces civilisations. Ainsi, le thème d'Asie renvoie à un continent géographique avec son référent géopolitico-historique comme arrière-fond, alors que celui de l'Orient ou de l'Extrême-Orient connote des entités civilisatrices et culturelles qui, dans leurs ramifications, renvoient aux rituels, aux mœurs, aux mythes et à l'imaginaire des pays peuplant l'Asie. Et dans l'optique de notre étude sur la culture francophone des pays d'Asie, l'expression de la francophonie en Orient doit l'emporter. L'éclaircissement de ces notions de départ s'enchaîne avec la reconnaissance de leur évolution au cours de l'histoire. À preuve, le français n'est plus l'apanage des Français ou des colonisés, mais la langue de celui qui veut bien la pratiquer. Le caractère individuel de son emploi au sein même du milieu francophone comme langue de véhicule et non exclusivement comme langue natale ou institutionnelle est souligné par plusieurs chercheurs. À l'ère numérique qui réduit à néant la distance géographique en se dotant
des moyens de communication transcontinentale. Disposer de français impeccable sans avoir vécu en France ou dans d'autres pays francophones devient chose concevable. Ce qui ressort ici, c'est qu'être francophone aujourd'hui relève des attributs d'un citoyen du monde et non exclusivement d'un francophone natal, défiant l'ancien concept qui ne renvoie qu'aux francophones natives pour désigner un francophone. D'où les caractéristiques distinctes des auteurs francophones d'origine asiatique. La conviction d'une francophonie propre en Asie, au-delà de l'Indochine, est réconfortée par des faits incontestables ancrés dans l'histoire du continent. Avant l'Union indo-chinoise, de nombreuses expéditions en Asie avaient noué des ancrages et des fiefs français indéniables avec plusieurs aires culturelles dispersées à travers le continent. Et l'itinéraire de Macao, Pondichéry, Canton, Shanghai, Guangzhou, indique les jalons chronologiques établis par les premiers acteurs de l'Empire oriental français, sans oublier la présence française au Japon et en Corée. Motivés à la fois par le prosélytisme chrétien et les visées commerciales, les expéditions françaises à travers l'Asie atteignent leur point culminant au cours des XVI, XVIIe et XVIIIe siècles, et par conséquent, les Indes et l'Empire de Cathay sont indubitablement dans la mire. De sorte que si certains pays en Asie jouissent d'une littérature d'expression française sans avoir subi le joug de la colonisation, c'est que, historiquement, la présence française et le contact avec la langue française qui ont été occultés y survivent autrement. S'il est indéniable que les expéditions en Asie ne sont pas moindres par rapport à celles en Afrique ou en Amérique du Nord, la francophonie dans les pays d'Asie doit alors refléter la présence historique de la France dans toutes ces civilisations qui, au cours de l'histoire, sont entrées en contact avec la langue et la culture française. D'ores et déjà, renvoyer la problématique de la francophonie dans le cas de l'Asie à la seule entité indo-chinoise, c'est la tronquer. Tant que cette francophonie se cantonne en Indochine, plusieurs faits francophones s'avèrent irrésolubles. Ainsi, comment expliquer que l'anthologie mensuelle de l'Occident, un des plus anciens journaux français en Asie, ait été fondé et distribué à la ville de Guangzhou s'il n'y avait pas eu une présence française qui sous-tendait un lectorat français ou francophone potentiel. Comment mesurer les assertions des chercheurs qui affirment que l'arsenal de Fuzhou, avec ses sous-traitants qui en découlent, fait cette ville l'une des plus importantes colonies françaises à l'étranger? Comment encore interpréter l'implantation et le succès soutenu un demi-siècle durant de la seule université française en Asie, Aurore? Enfin, comment classer tout un corpus d'œuvres d'expression française provenant des littératures dites non francophones? Ces quelques faits à peine soulignés accusent un besoin évident d'une réévaluation de la notion de francophonie orientale telle qu'elle fut classiquement conçue. Nous sommes au seuil d'un horizon qui débouche vers l'idée que l'Indochine n'est pas le seul lieu où vit une francophonie en Orient, elle vit également au sein d'autres sphères culturelles sous un dynamisme insoupçonné. Avant de poursuivre le débat, il serait opportun de tâter le pouls des recherches récentes de la discipline. Réparties en aires géographiques, les études francophones font florès un demi-siècle durant. Cependant, l'avènement du XXIe siècle bouleversera les anciennes répartitions coloniales pour souligner que la francophonie n'est plus un monde à huis clos, assemblé autour d'un historique colonial avec la France, mais une mouvance qui reflète les préoccupations reliées aux phénomènes transnationaux des cultures au seuil de la mondialisation.
Ainsi, la colonisation, comme seule voie d'acquisition du phénomène francophone, est inéluctablement mise en cause dans l'ère de la transculture. Cette disposition récente qu'adoptent les études francophones traduit l'état d'après le postcolonial dans lequel aboutissent les recherches sur le monde francophone de fait. Certains chercheurs sont d'avis que le champ de la francophonie renvoie aux faits et réalités francophones en constant mouvement et non aux critères d'artifice circonscrits a priori tels l'ancienne colonie française ou encore le français comme une des langues du pays. Et l'insaisissable de ce champ qui se reconstruit et se renouvelle par soi-même rend caduc le concept souche de colonisation comme seul moyen de rayonnement français dans le monde. Ce qui ressort ici, c'est le besoin d'une reconfiguration du champ de la francophonie incluant dans la foulée son mouvement dans les aires culturelles jadis exclues des zones francophones classiques. Toujours est-il que dans l'état actuel des réflexions relatives à l'Asie, l'idée d'intégrer la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et d'autres civilisations dans la francophonie orientale soulève plus de questions que de réponses. Si la colonisation ne représente plus l'unique étape pour une présence francophone, quelle serait une autre méthodologie d'approche dans l'identification d'une francophonie hors d'Indochine? À cette question vecteur s'en ajoutent d'autres. Par exemple, comment concevoir les variantes de la colonisation, les autres formes d'implantation et de domination telles concession comptoir, territoire à bail, concourt-elle à la francisation culturelle d'une région? Certes, l'examen du phénomène francophone en Asie dépendrait des études de fond sur chacun de ces pays. À ce stade de notre discussion, soulignons que les éléments de réponse susceptibles d'éclaircir ces questions sont d'ordre multiple. D'emblée, circonscrire le monde francophone dans le giron colonial risque de gommer la vie francophone des cultures jadis officieusement ou partiellement au contact de la présence française. Les exemples ne manquent pas. Pensons aux mésaventures françaises en Inde, à l'ouverture de l'ère Meiji, au régime français dans la concession coloniale à Shanghai ou encore à la colonisation pendant 43 ans de l'estuaire Guangzhouan. En d'autres termes, un tel rapport de cause à effet, en amont la colonisation et en aval la francophonie, tend à occulter les faits francophones en Asie dans les pays ou régions où le vestige français provient de l'ancien fief français, voire de la colonisation éphémère. À côté des réflexions découlant de l'histoire de la présence française en Asie, il y a les attributs relevant du monde actuel dont il faut aussi tenir compte. Et le postulat colonisation fait francophonie se bute contre une difficulté majeure dans le contexte du XXIe siècle où l'ère du numérique et de la mondialisation fait tomber les frontières géographiques et linguistiques. Ainsi, attribuer l'acquisition du français ou son utilisation courante à la seule voie de la colonisation ne saurait tenir. De là, les questions qui en découlent ne manquent pas. Si la colonisation, dans son sens classique, ne représente plus la seule voie pour accéder à la francophonie, ces variantes et d'autres formes de présence française participent-elles à la francophonie orientale au même titre que l'ancienne colonie indo-chinoise? Le bouleversement ou la mise en relief de ces principes, jadis considérés comme fondateurs du monde francophone, conduit à un questionnement fondamental. Quelle serait la méthodologie d'approche à cette francophonie orientale hétérogène et de multigenèse? Qui plus est, plusieurs anciennes civilisations ayant chacune son contact propre avec la civilisation française croisent la genèse du monde oriental et ne sauraient être amalgamées de façon homogène. C'est dire que la Chine, le Japon ou l'Inde est chacun nourri d'un propre passé qui inclut des liens avec la présence française et dont les faits francophones demandent d'être traités de façon distincte.
Cela sous-entend encore que ce phénomène de francophonie qui nous intéresse vit d'une vitalité autre, non conventionnelle par rapport aux colonies avérées, requérant une méthodologie d'identification affranchie des a priori. Dans cette perspective, notre hypothèse est que la zone de la francophonie orientale se doit d'être élargie, entre autres à l'espace colonial en Chine, aux comptoirs et traités de commerce aux Indes, aux échanges et pénétrations au Japon et en Corée, manifestement. Ces territoires ou pays qui n'ont pas subi de colonisation classique acquièrent une nature francophone distincte qui rend inapplicable la théorie trilogique coloniale, anticoloniale, postcoloniale exploitée dans d'autres aires francophones. Car il ne s'agit plus d'un simple rayonnement à saveur coloniale entre une civilisation dominante et l'autre dominée, mais une rencontre de diverses aires culturelles dans un élan transculturel. La trilogie à laquelle on a eu recours dans l'identification des aires francophones conventionnelles au sein de la francophonie traditionnelle n'explique pas la nature de la francophonie orientale. Parlons maintenant du transculturel. Comme clé méthodologique, ce n'est pas nouveau. Il a été mis à contribution dès 2001 devant l'impasse dans laquelle aboutit l'approche trilogique, créant un vide théorique au tournant du siècle. Le concept refait surface en 2006 pour appréhender l'émergence des francophonies en termes de transfrontalière et transgénérique, conséquence directe de la mouvance du monde francophone qui démontre sans détour les anciens découpages coloniaux comme paradigme au sein des littératures francophones. Le bémol de ces premiers tâtonnements théoriques post-trilogiques est qu'ils ne s'appliquent qu'aux colonies avérées, en se référant fidèlement à la littérature d'expression francophone des colonies. Autrement dit, cette tentative vers une explication à caractère translittéraire des faits francophones récents a comme prémisse la colonisation servant de médium sociolinguistique et donc exclut ou laissé de côté le phénomène de littérature d'expression française qui n'a pas pour antécédent le processus de conquête et de colonisation. C'est pourtant tout l'enjeu de la francophonie en Orient. L'élément fondamental du transnational qui désigne la migration d'une littérature de sa culture d'origine à une ou plusieurs cultures autres n'a pas été élaboré en une méthodologie d'ensemble susceptible de saisir l'hétérogénéité des corpus marquant la pluralité de la littérature d'expression française d'aujourd'hui. Malgré le cadre colonial et le médium linguistique, c'est-à-dire le français comme une des langues du pays, dans lesquelles sont conçues ces approches post-trilogiques, ces tâtonnements restent des éléments précurseurs à notre hypothèse. Le phénomène francophone, dans le cas de l'identification de la francophonie orientale, relève originellement du transfert culturel et littéraire et non nécessairement de la colonisation. Autrement dit, le transnational tient un rôle de véhicule et de garant dans la manifestation de la vie francophone en Asie. Rendu à cette étape-ci de notre réflexion et compte tenu des éléments examinés, coiffer les francophonies en mouvance d'une définition standard serait inconcevable. L'apport asiatique envisagé dans le giron de la francophonie entraînera des enjeux imprévus qui feront appel à la vitalité d'une francophonie moderne. Ainsi, la francophonie se verra adaptée aux réalités francophones renouvelées des cultures, et ce, au croisement du transculturel, ce qui va à l'encontre d'une définition standard et fermée. De fait, avant même que ne se pose la question de l'intégration de l'Asie dans le giron de la francophonie, les tentatives de la redéfinir auront été une entreprise constante des chercheurs.
et les multiples tentatives d'une définition globalisatrice de la francophonie ne font qu'accuser la complexité que recèlent en soi ces composants hétérogènes, lesquels ne sauraient être réduits à des dimensions enracinées dans le passé. Finalement, devant les méandres de division et de définitions successives et après d'inlassables élaborations sur ce qui compose la francophonie, l'inconcevabilité d'une définition standard de la francophonie englobant des aires culturelles d'origine et de nature francophone hétérogène est confirmée par François Thorel. Dans tous les cas, la redéfinition de la francophonie, si l'on y parvient, doit tenir compte de l'intégration de l'Asie, nouvel acteur potentiel, à une francophonie élargie, engageant par ce fait un dynamisme autre au sein d'une francophonie classique. Ce qui requiert que le champ de la francophonie soit élargi, la notion renouvelée, sa méthode d'identification bouleversée. La singularité de la francophonie orientale est qu'il s'agit de pays souverains où la langue française ne fait canon ni dans la culture ni dans les littératures locales. Autrement dit, la francophonie en Asie est une francophonie qui survit dans un contexte plurilinguistique au sein des cultures où le français n'est qu'une langue de culture parmi d'autres. Dans la foulée des idées classiquement conçues, il y a la littérature francophone par rapport à celle appelée non francophone. De tels clivages reposant sur la colonisation se voient néanmoins fragilisés sous la poussée du transculturel. Plusieurs fiefs français, du fait qu'ils sont greffés aux espaces qui n'appartiennent pas aux colonies classiques, sont exclus de la francophonie traditionnelle. Cependant, l'héritage français dans ces régions joue un rôle préparatif en amont de la vie francophone orientale qui connaît sa cristallisation en aval de la colonie indo-chinoise. Dès lors, plusieurs aspects sont mis en lumière. D'abord, la colonisation classique considérée comme un signe exclusif du monde francophone s'avère manifestement désuète et éliminatoire. Puis, l'apparition des œuvres d'expression française provenant des littératures de ces régions dites non francophones rend inopérant les a priori tels la trilogie, puisque ces œuvres ne relèvent pas d'un produit direct de la colonisation. Or, leur apparition croissante sollicite une reconfiguration du champ de francophonie capable d'intégrer les voix jadis exclues de la zone francophone. À preuve, des œuvres dont l'appartenance d'hier était au-dessus de toute polémique ne l'est plus aujourd'hui. Le roman « La montagne de l'âme » écrit par un citoyen chinois relève-t-il, après la naturalisation de Cao Xingjian, de la littérature française ou chinoise? Cette question, aussi légitime qu'elle soit, s'avère inopérante, tant que le débat s'annonce fautif. Car les frontières ou clivages qui délimitent une littérature nationale retranchée dans le territoire ou la langue d'un pays spécifique ne sauraient tenir aujourd'hui. De telles délimitations font défaut devant le concept transnational sur lequel reposerait, croyons-nous, la littérature francophone d'aujourd'hui, privilégiant les relations translittéraires et non les relations coloniales. A fortiori, le parcours biographique de nombreux auteurs francophones d'origine asiatique appelle impérativement une réinterprétation du champ de la francophonie et envoie du même souffle dans l'impasse le concept classique de pays anciennement colonisés par la France comme cadre référent pour définir la production littéraire francophone. Et il y a plus. Ces œuvres d'expression française des littératures dites non francophones ne doivent plus se voir reléguées à la marge. Elles recoupent les œuvres de la génération postcoloniale dans leur affranchissement du joug colonial et leur rupture de rapport de subjugation binaire entre la France
et l'autre. Ce qui est réaffirmé ici, c'est que jadis thématique fondatrice et moteur de la francophonie littéraire, cette relation binaire s'écroule, entraînant dans sa chute la désignation de la littérature francophone basée sur la colonisation. Par conséquent, appréhender la littérature d'expression francophone en Asie en renvoyant exclusivement aux œuvres d'auteurs d'origine indo-chinoise est un concept qui devrait être considéré comme inapplicable et dépassé. D'autant plus que les faits littéraires francophones dans d'autres zones culturelles asiatiques sont incontestables. Au terme de notre analyse succincte, nous avançons que le phénomène francophone n'a pas à passer exclusivement par le processus de colonisation, considéré jusqu'ici comme seule voie d'acquisition de langue et de culture française. D'autres formes de contact concourent aussi aux faits francophones, notamment des lieux hôtes de la culture française avant et en dehors de l'Indochine. Il s'ensuit que la francophonie en Orient a ses ramifications en Chine, en Inde, au Japon et en tout territoire en Asie qui était entré en contact de gré ou de force avec la langue et la culture française au cours de l'histoire. De telles assertions sous-entendent dans leur foulée une problématique inédite, notamment la nature protéiforme de la francophonie orientale. En clair, être désigné zone francophone ou membre de la francophonie ne renvoie plus forcément à un État dont une des langues est le français. Ce qu'exigent nos recherches, c'est non seulement de tenir compte des conditions de genèse francophone des espaces examinés, mais aussi de discerner les différentes formes que revêtent les manifestations francophones au sein de ces cultures officiellement non francophones. Certes, la reconnaissance d'une francophonie orientale au-delà de l'Indochine française dépendra d'immenses recherches à venir, ce qui recourt au transfert littéraire comme mode de transmission ou d'acquisition francophone sur l'ensemble des espaces culturels qui ont été imprégnés de présence française et qui n'ont pas été intégrés dans la sphère de la francophonie classique. La prise en considération de l'Asie dans son ensemble, dans le cadre d'une francophonie élargie et surtout définie de façon moins restreinte, donne un signal fort à la nécessité de reconfigurer le monde francophone d'aujourd'hui, non pas en prenant comme préalable la colonisation traditionnelle, mais en se fondant sur une approche transnationale. Si les premières générations d'auteurs asiatiques hors d'Indochine ont su pasticher ou traduire les auteurs français, nul n'a subi de colonisation officielle. Ils sont francophones par choix de culture, tout comme de langue. De par la nature de l'acquisition du français, le milieu francophone Asie n'est pas équivalent au monde francophone classique d'ailleurs. Et par conséquent, la francophonie en Orient se distingue d'autres aires francophones dans son expression, sa manifestation et son identification.